Bonjour, Bonjour Yanis, bonjour. vous m'entendez? Oui, Ah, parfait, impeccable. Comment allez-vous? ça va bien et vous? Bon, ça va, ça va, ça va. Tant mieux. Euh, alors, pour aujourd'hui, j'avais pas de... Parce qu'on avait fait tous les cours que vous aviez demandé pendant les... qu'on avait attaqué juste avant les vacances. Ah Du oui. coup, j'ai rien prévu de spécifique, donc je sais pas ce dont vous voulez qu'on parle aujourd'hui. Déjà, tout d'abord, j'avais une petite question. Ouais, dites-moi. Vous m'avez dit que vous allez m'envoyer le compte-rendu. Ah purée, bah, j'ai oublié. J'ai Et ouais, effectivement, j'ai complètement oublié le je me compte-rendu suis de dit, la je vais pas dernière vous le fois. rappeler tous les jours non plus. Après, c'est Désolé, pas grave, mais désolé, j'ai oublié. J'ai eu des soucis au lycée, ça a été un peu la course et du coup, j'ai pas, je l'avais noté, mais je l'ai chanté. Ah, je suis désolé. Je vous le rajouterai avec le compte-rendu d'aujourd'hui et je le ferai tout à l'heure. Comme ça, au moins, il y aura, vous aurez tout. Excusez-moi, non, c'est pas grave. j'ai oublié. Ok. Et du coup, bah, j'ai pas vraiment regardé non plus ce qu'il Ouais. faudrait faire. Vous avez C'est fait pour quoi, ça que vous, j'ai cette pas. semaine? Comment? Vous avez fait quoi, vous, cette semaine? Bah, cette semaine, j'ai continué le projet que j'avais à faire en PHP Ok. avec Visual Code. Ok. Et puis, j'avais un projet aussi avec Proxmox, donc ouais, en informatique, j'ai fait Proxmox et puis Visual Code. Bon, bah, c'est bien ça. C'est Après, bien. on est en groupe, donc ça va, je D'accord. veux dire, je fais pas tout seul. Oui, bah oui. Bah ça, c'est ça aussi qui est bien, hein. Les projets de groupe, souvent, c'est intéressant parce que ça permet de s'améliorer, on va dire. En plus, comme vous m'aviez dit que vous avez pas mal de collègues qui, eux, ont plus d'expérience, Oui. bah c'est bien. Ça doit vous permettre de progresser. Et ça, c'est plutôt une bonne chose. Vous allez, votre stage, c'est quand? Attendez, je vous dis ça. Mon stage, c'est du 26 mai au 5 juin. D'accord. Ok. Ouais, vous m'aviez dit que c'est bon, vous aviez trouvé. Oui, oui, j'ai trouvé un stage. Bon, ça, c'est bien ça. Et je vous avais dit aussi que si jamais il faudra Ouais, changer les horaires, oui, parce oui, oui, que tout à fait. j'ai stage le samedi. Oui, on en avait parlé de ça. D'ailleurs, on va regarder ça. D'ailleurs, oui, j'en profite. La semaine prochaine, je ne suis pas disponible le samedi. Hop, faut que je regarde mon emploi du temps parce qu'il faudrait qu'on. Donc, il faudra qu'on reporte. Je vais regarder quand est-ce que je peux vous caser. Tac, tac, tac. Euh, à partir du 26. Et après, en fait, à partir de juin, ça va être très compliqué pour moi de. Il va falloir je pense qu'on arrête les cours Ouais, de fin toute mai. façon, j'allais vous dire aussi. Je Ouais, pense que c'est mieux qu'on arrête pendant les vacances parce que je vais sûrement travailler et puis je vais bah sûrement oui, me concentrer plus sur, je vais réviser mes cours de mon côté. bah c'est ça. Moi, ce que je vous propose, du coup, ça ferait, donc si c'est à partir du 26, ça ferait que le dernier cours, en fait, celui du 31. C'est ça? Ouais, du 26. Ça ferait le cours du 31 qu'il faudrait mettre à une autre date. En plus, le 31, c'est pareil, je serai pas dispo. Il faudrait qu'on cale ça dans la semaine. Je sais pas quand est-ce que vous êtes dispo, vous, dans la semaine. Moi, par le mercredi dans la semaine, les autres jours, ça risque d'être compliqué. Ok, bah le mercredi. Alors attendez, je regarde. Mercredi après-midi. Euh, Le mercredi, moi, je pourrais être dispo en fin de journée. Genre 18 h. C'est possible pour vous, ça? Oui, ça peut le faire. Ok. Et ben du coup. Là, jusqu'au 24, on laisse comme ça. Et puis le dernier cours, on se le fera le mercredi 28. Je vais mettre tout de suite un message pour qu'il soit modifié. Comme ça, hop là.
Hop là. Hop. Alors, hop. Donc, on continue le samedi jusqu'au 24 mai. Ouais, c'est ça. Et après, pendant les stages, on continue quand même ou Bah, ça peut être pas mal pour qu'on voit c'est un vrai peu ce que que vous même, faites. même pendant le stage, le mercredi après-midi aussi, je travaille. Ouais, bah, c'est pour ça. Ce qu'on peut peut-être faire, c'est que on maintient celui du 28 et après, parce que. Mais votre stage, c'est du 25 mai au 5 juin, c'est que 15 jours? Du 25, du 26 mai. Ouais. Ah non, jusqu'au 5 juillet, je me suis trompé. Ah, voilà, c'est pour ça, ça me paraissait bizarre. Ouais, Ok. Bah, moi, je pense que ce qu'on fait, c'est on s'en fait un dernier, donc le 28 juin. d'accord. Ça, comme ça, bah, vous me parlerez un peu de votre stage. On verra un peu ce que vous avez fait en stage. Et puis, Oui, on voit un peu bah, comment vous allez pouvoir vous organiser pour travailler un peu pendant les vacances. Et puis après, bah, moi, je reste dispo par message si vous avez des remarques, des demandes, des choses. Mais on prévoit plus de cours. Comme ça, vous faites votre stage tranquille. Et puis après, bah, de toute façon, bah, ça va être les vacances, hein. donc, vous pouvez répéter, vous avez dit? On Ouais, fait donc plus de cours à partir de quand? et ben à partir, le dernier cours qu'on fait, c'est le 28 mai, le mercredi après-midi, enfin à 18 h. Dernier cours, hop, Donc, on fait le dernier cours, la première de stage que j'ai. voilà, c'est ça. Ouais, parce que c'est vrai qu'après, ça va être compliqué, Ah vu que j'ai ouais, pas les mêmes horaires que vous. bah c'est ça. Et moi, c'est pareil. En plus, en juin, c'est compliqué parce que on fait passer des examens un peu partout. J'ai mon emploi du temps qui est complètement changé. Déjà, là, c'est un peu le bazar parce qu'avec les fériés, plus mes élèves qui partent en stage, les conseils de classe et tout, là, c'est un peu tendu. Donc, du coup, là, au moins, comme ça, on sera bon. C'est bon Je pour voulais vous? vous Bah, dire. je vais faire un Ouais. message dans le groupe WhatsApp Oui. tout à l'heure. Comme ça, je calerai bien ça. On calera tout ça comme il faut. Ça marche? Oui. Et je voulais vous dire que normalement, je devrais redoubler ma première année. Ouais. J'ai, j'ai trop de difficultés, j'en ai discuté avec les profs et tout. Ils m'ont dit Bon. que ouais, c'est vrai que vu que j'avais jamais été en informatique avant, c'est ma première année. Oui. Il me manque quand même beaucoup de choses, j'ai trop de difficultés. Ils m'ont dit Ouais. que passer en deuxième année, vu que ça arrive vite, en plus les épreuves et tout, Hmm. eux, ils m'ont conseillé que ouais, ça serait mieux quand même que je redouble la première année. Bah, si c'est vraiment ce que vous voulez faire, c'est clair que moi, le conseil que j'ai à vous donner, c'est de redoubler, effectivement. Au moins, vous n'allez pas partir, cette fois-ci, vous n'allez pas partir à vide, entre guillemets. Vous aurez déjà des notions. Bon, j'ai l'impression que en plus, bah, ce BTS vous intéresse quand même, que ça a Ouais, l'air de vous plaire. Donc, je pense que c'est plutôt un bon conseil qu'ils vous ont donné. Et en plus, bah, maintenant que vous avez compris le fonctionnement, ce sera plus simple pour vous de vous y mettre l'année prochaine. Ce sera plus simple, hein, je pense, hein. Effectivement, vaut mieux refaire une première année et que ça se passe bien plutôt que Parce que c'est vrai que la deuxième année, elle passe extrêmement vite, hein. ouais, c'est ça. Là, mes étudiants, en deuxième année, je le vois, hein, on rentre en septembre. S'ils ne sont pas au point les directs, au moins sous Windows, c'est Ouais, très ouais, c'est ça. compliqué. Et là, là j'ai un redoublant, moi, cette année, mais qui a préféré redoubler en deuxième année. En fait, finalement, s'il avait su, il aurait préféré redoubler la première. Donc, C'est parce que moi, je sais que si je pars direct en deuxième année, bah, il va me manquer plein de choses, les épreuves ils vont arriver vite. Puis je vais arriver hmm, au moment des épreuves, il va me manquer plein de notions et tout. bah ouais. Et comme les profs, ils ont dit que en vrai, ça va, je suis pas le pire de la classe non plus.
Je veux dire, il y Ouais. a des gens, ils ont dit qu'il y avait des gens moins bien que moi. Mhm. Et puis, de toute façon, ils l'ont dit au début de l'année. C'est nous, on choisit si on veut redoubler ou pas. Eux, ils nous font passer dans tous les cas. Ouais. Moi, ils m'ont dit que si je- que vu mon niveau, bah, j'ai un niveau, je veux dire, il me manque plein de notions. Ils m'ont dit que ça serait quand même mieux de redoubler. Ouais. Bon, bah, c'est bien, c'est bien. Bah, de toute façon, franchement, c'est une bonne solution aussi parce que comme ça, vous allez pouvoir bien approfondir vos compétences. Vous avez le temps tranquillement de revoir ce que vous avez fait cette année. Vous allez pouvoir le revoir aussi pendant les vacances, retravailler des choses. Ce sera pas du tout nouveau pour vous l'année prochaine et ça va vous permettre effectivement de refaire les choses de façon plus approfondie et plus tranquillement, quoi. Parce que c'est vrai qu'en venant de la logistique, bah, vous avez vu, hein, c'est vraiment totalement Le différent. problème, je suis obligé de tout revoir en une année, tout apprendre, toute l'informatique. Bah, c'est ça. C'est ça. Par rapport à quelqu'un qui aurait fait un bac pro SN ou Ciel, c'est Ouais. clair que les notions ne sont pas du tout les mêmes, hein. Après, C'est ça, dans ah, la classe, ceux qui ont le plus de difficultés, c'est ceux qui viennent de pas du tout de l'informatique. bah ouais. Bah ouais. C'est vrai que moi, si je regarde, euh, bah, les STI 2D, eux, en général, ils se débrouillent pas trop mal parce que comme en STI 2D, ils ont quand même des notions de réseau, ils n'ont pas tout, hein, mais ceux qui se débrouillent le mieux dans la partie technique, c'est forcément les bacs pro. Mais eux, après, souvent, ils ont des difficultés plutôt sur la partie générale, on va dire. Après, après, c'est vrai que les STI 2D, bah, eux, souvent, il leur manque quelques notions de réseau, mais sur la partie générale, ils se débrouillent bien. Et ceux qui viennent qu'on fait un bac classique, eux, en général, bon, souvent, ils se débrouillent très bien en maths et en anglais. Et après, le reste, c'est un peu plus compliqué, mais ils arrivent à passer le cap. Mais c'est vrai que Mm. voilà, c'est pas mal pour vous. Comme ça, ça va vous faire un bon. Bon, après, vous n'étiez pas Ouais. non plus spécialement pressé d'avoir votre BTS. Vous n'êtes pas. Non, non. Bon, bah, c'est bien. Ça Je préfère déjà. l'avoir avec de bonnes compétences que l'avoir de Ouais. justesse. Et... Mm. Non, c'est vrai. C'est vrai. Puis comme ça, là, en plus, votre stage aussi, je pense que ça va vous permettre de mettre un pied dans le monde de l'entreprise aussi, de voir un peu ce que ça donne dans le monde de l'informatique. Et comme ça, ça va aussi être profitable pour vous. Euh, Ce qu'il faut, c'est que pendant votre stage, vous en profitiez aussi pour bien voir, ben, faire la jonction entre ce que vous avez appris à l'école et ce que vous allez voir en stage Ouais. pour que ça vous permette de bien valider, de bien voir que ce que vous avez appris, déjà, ça va vous servir. Et puis, et comme ça, en plus, vous montrez aussi ce que vous pourriez faire en entreprise. Ça, c'est toujours intéressant. Moi, je sais que mes deuxièmes années, en général, quand ils reviennent de stage en deuxième année, souvent, il y a eu un déclic et ils comprennent des choses qu'ils n'avaient pas compris avant. Ils voient aussi d'autres choses parce que le stage de première année, souvent, c'est plus on va dire une découverte et c'est plus suivre un technicien. En général, les étudiants ne mettent pas forcément trop les mains dans le cambouis, on va dire. Mais vous, par exemple, ça, l'année prochaine, si vous quand vous allez refaire un stage, l'avantage que vous aurez, c'est que vous aurez déjà fait, entre guillemets, votre stage de découverte. Et du coup, vous allez pouvoir peut-être trouver un stage un peu plus technique pour faire des choses des fois un peu plus sympas. Ça aussi, Ouais. et ça vous fera une expérience en plus. Et ça, en arrivant sur le marché du travail, c'est vrai que c'est intéressant. Le fait aussi d'avoir votre BTS dans des meilleures conditions, avec des meilleurs résultats, ça peut aussi être intéressant pour vous si vous voulez poursuivre les études après le BTS. Ouais, ouais. Parce que ça, enfin, moi, je sais que dans nos promos, nous, on a plus de 80% des étudiants qui poursuivent, qui s'arrêtent pas au BTS et qui continuent après, qui poursuivent. Là, on en a pas mal. Vous habitez près d'où? Du côté d'Arras. À côté d'Arras? Ben, à Arras, justement, par exemple, vous avez, je ne sais pas si vous connaissez le CESI.
c'est une école d'ingénieurs en alternance. Et, Ouais, je crois que j'en ai déjà entendu. eux, ils préparent, ils ont un diplôme d'ingénieur en informatique qu'ils font en alternance. Et moi, là, bah, par exemple, cette année, j'ai sur mes 11 étudiants que j'ai en réseau, j'en ai 4 qui partent au CESI l'année prochaine pour continuer, bah, pour poursuivre, quoi. Donc, et ça, c'est intéressant parce que disons que bah, après le CESI, moi je connais bien puisque c'est l'école d'ingénieurs que j'ai faite à Arras, justement. Et c'est vrai que bah, c'est des diplômes après derrière qui vous permettent de rentrer sur le marché du travail de façon bah, tout à fait sereine. Et comme c'est de l'alternance en plus, bah, c'est vraiment, on va dire, très formateur. Donc ça, c'est vrai que c'est un bon plan. Et ça, c'est vrai que si vous obtenez, si vous avez des compétences qui sont vraiment bien ancrées et tout, ben, ce sera un plus à faire valoir ben, lors de la sélection pour ce genre d'école, quoi. D'accord. Voilà, voilà. Du coup, ben, qu'est-ce que vous voudriez revoir? Est-ce que vous avez des choses que vous Bon, aimeriez après, refaire? j'ai pas vraiment regardé, j'ai pas vraiment d'idée non plus. Ouais. Je sais pas si vous avez un cours en particulier que vous pensez que ça serait important de revoir. Euh, Bah là, dans ce que vous avez fait beaucoup de Linux. Vous avez fait un peu de serveur Windows ou pas du tout? Oui, j'en ai fait. Bah, je fais beaucoup plus de Linux que de Windows, mais je fais quand même un peu de Windows. Ok. Alors, attendez, je vais regarder. Tac. Thème et réseau, Monsieur Tétard. C'est Windows. Comment? Excusez-moi, j'ai pas entendu. Sur le campus, dans système réseau, Ouais, que BS1 ou BS2, avec Monsieur Tétard, c'est tout ce qu'on fait sur Windows. d'accord. Alors, En fait, j'avais une question comme ça. ouais, dites-moi. Pourquoi à l'école, ils nous font beaucoup plus de Linux, alors qu'en général, dans les entreprises, c'est beaucoup plus de Windows? Ben, en fait, ce qui va se passer, c'est que quand vous allez faire du réseau pur, vous vous apercevrez que la plupart des services, en fait, tournent sous Linux. C'est-à-dire que vous avez, on va dire, dans la majorité des cas, les systèmes d'exploitation qui sont derrière sont du Linux. Et, mais pour des PME, pour des petites entreprises, avoir un Windows, ça peut être pratique. Euh, Au final, vous avez beaucoup d'entreprises qui tournent sous Windows, mais quand vous avez du service web derrière, par exemple, et ben souvent, c'est pas du Windows. Par exemple, je sais pas, moi, vous prenez une société qui va gérer, qui va faire de l'hébergement. Ces services d'hébergement, vous prenez Nexilan, par exemple, qui est une boîte qui fait de l'hébergement. Tous leurs serveurs sont uniquement sous Linux. Ils n'ont aucun serveur Windows. Toute la partie, je sais pas, vous prenez OVH, qui est aussi un autre hébergeur, et ben eux, c'est pareil. Tous leurs serveurs d'hébergement pour leurs clients sont sous Linux. Parce que faut bien comprendre un truc, c'est que Linux, il a, c'est un système d'exploitation qui est extrêmement robuste. Linux a été développé par Linus Torvalds et il l'a voulu comme un système qui soit léger et fiable. Alors que Windows, si on reprend un peu l'historique, lui, il a été développé donc par Bill Gates à l'origine, mais la véritable histoire de Windows, c'est que IBM, qui voulait sortir son premier PC, donc Personal Computer à l'époque, ils n'avaient pas de système d'exploitation à mettre dedans. Et eux, à l'époque, ils étaient spécialisés dans les systèmes d'exploitation, mais pour des machines industrielles, pour des ordinateurs qui faisaient la taille d'une salle des fêtes.
des trucs de l'informatique de l'époque qui géraient des milliers d'opérations et pas pour des petits ordinateurs que les gens auraient chez eux. Et ils ont commencé à chercher quelqu'un qui était capable de faire ça. Et là où Bill Gates a eu du génie, c'est qu'il a dit, ben, moi j'en ai un. Et il a dit à IBM, moi j'ai un système d'exploitation et je vous le vends. Et IBM a dit, bah ok, mais combien vous voulez qu'on vous l'achète? Et Bill Gates, il a dit, bah c'est pas compliqué, moi je vais pas vous le vendre, je sais pas moi, 50 ou 70 000 ou 100 000 dollars. On va faire autrement. À chaque fois que vous allez vendre un PC, à chaque fois que vous allez vendre un PC, ben, vous allez me verser 3 dollars. Et ça a été le plus gros coup de bluff de l'histoire parce que ce qui s'est passé, c'est que quand il a dit ça, Bill Gates, eh ben, en fait, il n'avait pas de Windows, il n'avait pas de système d'exploitation. Il n'en avait pas. Ils n'avaient jamais fait ça. La seule chose dont il se souvenait, c'est qu'il avait croisé quelqu'un quelques mois auparavant qui avait fait un système d'exploitation qu'il avait appelé QDOS pour QuickDOS. Et en fait, ben, Bill Gates est retourné le voir. Il lui a acheté ce QDOS pour, je crois, 70 000 dollars à l'époque. Il a changé le nom QDOS en MS-DOS pour Microsoft DOS et il a vendu ça à IBM à 3 dollars pièce à chaque fois qu'il mettait ça dans un ordinateur. Et les PC d'IBM se sont vendus comme des petits pains et c'est comme ça que Bill Gates est devenu extrêmement riche. Le truc, c'est que au fur et à mesure, comme ce n'était pas lui qui avait développé ça, eh ben, ils ont bricolé des trucs par-dessus pour que ça fonctionne au fur et à mesure, que ça s'adapte au monde de l'informatique. Et ce qui fait que ben, le Windows que vous avez maintenant n'est qu'une superposition de couches depuis cette époque-là. Même s'ils ont tenté avec ce qu'ils appelaient Windows NT, donc New Technology, Windows NT, ça date des années 90, 2000 par là. Ils ont tenté de faire une refonte du système, mais le truc, c'est que ben, Windows reste un amalgame de plein de technologies que Microsoft a d'ailleurs plutôt volé plutôt que racheté bien souvent, et qu'ils ont mis à leur nom. Et vous avez ben, un système d'exploitation qui marche, mais qui est très lourd, qui nécessite beaucoup de mémoire, qui est lourd en mémoire, qui est difficile à déplacer et qui est un peu tentaculaire. À l'opposé, quand Linus Torvalds a développé Linux, il a décidé, lui, de faire quelque chose qui soit le plus léger possible et qui soit tourné vers l'efficacité. Et c'est pour ça que bah, vous vous retrouvez avec bah, beaucoup d'entreprises qui utilisent Linux parce que, à la louche, hein, un serveur, par exemple, vous voulez faire tourner un serveur web pour héberger plein de sites web, et ben, un serveur Linux va nécessiter entre 4 et 8 fois moins de ressources que si vous faisiez sous Windows. Et c'est pour ça que ben, vous avez la quasi-totalité des serveurs qui font tourner le monde d'Internet qui sont sous Linux. Les serveurs Windows, même si on les voit beaucoup parce que ben, en entreprise, effectivement, c'est ce qu'on a, c'est pas la majorité. On a l'impression que tout le monde est sous Windows parce que, bah oui, les utilisateurs finaux qu'on a, eux, bah, souvent tournent sous Windows avec derrière bah, des serveurs Windows. Mais en fait, la majorité des serveurs qui sont connectés à l'heure actuelle dans le monde sont sous Linux et fonctionnent avec Linux. D'accord. Voilà, voilà. Voilà. Après, ben, Windows, ils font des efforts. Et c'est vrai que vous avez plein de choses qui sont plus facilement gérables sous Windows parce que ben, vous avez une interface graphique, c'est plus simple à gérer. Après, il y a aussi des fois où, bah, moi je le vois, hein, au lycée, nous on a les deux, hein. On a des serveurs Windows parce que nos étudiants ils travaillent sous Windows parce qu'en fait, comme on a des collègues, nos salles sont à la fois utilisées bah, par nous au niveau technique, mais c'est également les salles de cours pour les cours généraux. Donc, quand nos étudiants ils ont anglais ou ils ont maths, bah, ils sont dans les salles avec nos ordinateurs. Du coup, ben, pour nos collègues enseignants de matière générale, on ne peut pas s'amuser à leur mettre du Windows parce qu'ils seraient vraiment perdus. Ils ont leur logiciel de maths qu'ils utilisent, ils ont leur logiciel d'anglais, leur machin. Et si on leur mettait du Linux, ils seraient, à mon avis, pas.
il serait un peu perdu. Du Ouais. coup, bah, nous, on a les deux qui cohabitent. On a à la fois un Active Directory, hein, pour gérer tous nos étudiants et ainsi de suite. Mais à côté, on a plein de services qui sont bah, sous Linux, notamment par exemple le serveur proxy qui nous gère tout notre truc. Bah, ça, c'est du Linux. Donc on a des serveurs pour déployer les images avec du FOG. Ça aussi, c'est sous Linux. On a du GLPI et ainsi de suite. Mais ce qui est important de bien comprendre, c'est que il faut vraiment être préparé à utiliser les deux mondes parce que bah, selon l'endroit où vous allez travailler, eh ben, si, par exemple, si vous bossez pour une petite PME, très souvent, les PME, ils n'ont pas les moyens d'avoir des serveurs Linux avec quelqu'un qui maîtrise vraiment tout ça au bout des doigts. Et ils ont besoin de choses qui soient facilement utilisables. Ben, souvent, ils se tournent vers un serveur Windows parce que une PME, le serveur en lui-même, même si il est un peu surdimensionné parce qu'on veut du Windows, ça va pas être non plus un coût exorbitant. Tandis que si vous avez une grosse société, là, on va plutôt réfléchir à avoir du Linux parce que va falloir optimiser à fond pour tirer les prix le plus possible. Parce que si on a 12 serveurs, on ne peut pas se permettre de mettre des Windows à chaque fois qui vont être très gourmands et qui vont plomber le truc, quoi. Donc voilà, un peu. Euh, alors, bah, sous Windows, est-ce que j'ai des trucs qui pourraient être un peu sympas? Donc, Parce que ça, ouais, ça peut être intéressant aussi. Je vais vous envoyer un lien aussi avec un. Il y a deux documentaires, un documentaire sur Bill Gates et un documentaire sur Linus Torvalds. Parce que c'est vrai que c'est intéressant d'avoir un peu les deux visions du truc, parce que quand on comprend comment ont été faits les OS, ces systèmes d'exploitation, eh ben, on comprend mieux le fonctionnement du coup. Hop. Euh, si je le partage là. Non, ça marche pas. Attendez, je vais rechoper. Il faudrait que j'arrive. Ah, c'est pas ça que je veux faire. Hop. Fichier exporté. On va faire comme ça. Enregistrer. Hop. Là, j'arrive dans 2 secondes. Parce que j'ai un truc justement sur Windows qui est intéressant, qui permet de voir un peu. Voilà. Hop. Où est-ce qu'il est mon truc? Hop, partager. Voilà. Vous voyez mon écran là? Oui, je vois. Parfait.
Donc, je vais vous faire la version un peu courte et comme ça, on va faire Windows et Linux. Je vous enverrai cette présentation aussi. Parce que ça, D'accord. c'est bien, ça va vous donner aussi des éléments généraux que, par exemple, ça, les étudiants qui ont fait un bac pro, ils l'ont forcément vu, ces trucs-là. C'est tiré du cours de Cisco, donc la NetAcad, Networking Academy. Et ça va balayer un petit peu pas mal de choses sur Windows. Euh, Ce que je ferai également, c'est que je vous enverrai, il y a des TP qui sont associés à ça, parce que ça, c'est aussi des choses que vous pouvez faire. C'est des TP qui sont assez rapides et qui permettent d'avoir une petite vision un peu sympa de Windows et de voir des choses un peu poussées, quoi. Alors, l'histoire de Windows, donc à l'origine, Windows, c'était donc MS-DOS. MS-DOS, je ne sais pas si vous avez déjà utilisé, c'est l'équivalent de ce qu'on retrouve quand on utilise l'invite de commande. Donc là, il y a quelques commandes qu'il faut connaître, hein, pour se déplacer dans l'invite, dire pour afficher les listes, CD pour se déplacer dans les répertoires. On voit qu'il y a des similitudes avec Linux, mais c'est plutôt l'inverse. En fait, c'est Linux qui a un peu tiré de Microsoft là-dessus. Ça, c'est l'écran d'accueil de la première version de Microsoft Windows. Là, c'est un aperçu de toutes les versions de Windows qui ont existé. Donc, on voit que la première date de fin 85 et on a eu donc en 80, mi-93 donc la Windows NT New Technology qui a servi de base après à tout ce qui est sorti. Vous voyez qu'en fait, Windows, ils ont sorti une version serveur que tardivement, puisque la version serveur, elle date, on le voit, de 2003. Donc, c'est pas si récent que ça, des Windows Server. On voit qu'il y a plein de versions différentes. Alors, il y a même eu des mobiles, Windows Mobile, Pocket PC, des Windows CE aussi qui se mettaient dans du matériel comme des voitures ou des trucs, tout ce qui est technologie embarquée, et ainsi de suite. Pour arriver aux versions qu'on connaît maintenant, donc Windows 10, Windows 11 et les versions Windows Server 2019-2022 avec les noyaux NT. Donc là, on voit que depuis 2016, par exemple, c'est toujours le même noyau qui tourne sur les versions serveurs. C'est le noyau NT 10 et qui maintenant est la même base que pour les versions, on va dire, grand public. Bon, ça, le bureau, vous connaissez la tête que ça a, les différents menus, avec les menus contextuels. Bon, d'ailleurs, là, c'est les versions, c'est du Windows 10, c'est pas du Windows 11. Il y a une partie dans les cours que je vais vous envoyer, donc il y a une partie sécurité avec les recommandations qu'il y a sous Windows au niveau sécurité, parce que c'est vrai que le problème qu'on va trouver sous Windows, c'est que comme il y a beaucoup de strates, beaucoup de logiciels, beaucoup de processus qui tournent, on est obligé d'avoir des mesures de sécurité qui sont vachement plus drastiques que sous Linux. Parce que Linux de base est un système sécurisé. Windows de base ne l'est pas. Donc c'est pour ça on va être obligé, la gestion de la sécurité sous Linux, sous Windows, pardon, est beaucoup plus complexe que sous Linux parce que elle a été intégrée au fur et à mesure de la conception de Windows, alors que Linux est sorti lui directement avec un système on va dire, sécurisé. Ok. Architecture et fonctionnement. Alors là, c'est intéressant de bien comprendre le fonctionnement de Windows et de se rendre compte qu'on a vraiment un côté kernel, donc le noyau, avec donc le hardware qui est là. Donc le hardware, donc c'est la machine en elle-même. Vous avez ce qu'on appelle le hardware abstraction layer. Souvent, c'est l'abréviation, donc c'est HAL, H-A-L. Et c'est lui
qui va discuter avec le noyau du système d'exploitation et qui va, bah, après, derrière, bah, on va avoir donc, le user mode. Donc là, c'est ce que va voir l'utilisateur, mais on se rend compte au final que les applications que l'on voit, eh ben, elles ne sont pas connectées directement au hardware. Elles passent par toute une série de choses, dont les API Windows, qui, elles, vont discuter avec les drivers, avec le noyau du système d'exploitation, et discuter après avec le système. Donc on voit qu'il y a beaucoup de couches entre les deux qui font que l'application que l'on voit, eh ben, au final, elle discute bien avec le matériel, mais il y a plein de choses entre les deux qui font que, qu'il y a des discussions, il y a des données qui se transmettent, les drivers et ainsi de suite. Le système de fichiers, donc ça c'est intéressant aussi, exFAT, donc Extended File Allocation Table, donc c'est le successeur des FAT16 et FAT32. La FAT32, c'est ce qui est le plus utilisé, hein. Le gros problème de la FAT32, c'est qu'elle n'accepte pas les fichiers qui font plus de 4 gigas. Donc ça, vous avez peut-être déjà vu, quand vous essayez de copier quelque chose sur votre clé, je ne sais pas, moi, vous avez une clé de 16 gigas, si elle est en FAT32, vous essayez dessus de mettre un ISO de quelque chose qui fait 5 gigas, ça vous dit qu'il n'y a plus de place. Et bien en fait, c'est parce que Ah, je vois. la FAT32 ne gère que 4 gigas maxi. Tandis que si vous formatez votre clé en exFAT, et ben là, ça marchera impeccable. Après, vous avez le HFS+, donc ça, c'est du format spécifique macOS. Vous avez l'EXT, donc EXT, c'est ce qui est utilisé avec Linux. Et le NTFS, New Technology File System, donc ça, c'est le système propriétaire de Windows. Donc, par exemple, Linux ou macOS ne pourront pas lire de façon native un disque qui sera monté en NTFS. Il y aura forcément un programme à installer pour pouvoir les lire. Si on prend donc une partition NTFS, comment ça fonctionne? Bah, vous avez un secteur de démarrage, après l'AMFT, donc c'est la Master File Table, donc c'est elle qui va tenir en gros un registre pour dire bah, tel fichier il est stocké à tel endroit, tel fichier il est stocké à tel endroit. Après, vous avez les fichiers système et après la zone de fichiers. Ça, c'est intéressant aussi. C'est le diagramme de démarrage de Windows. Comment fonctionne Windows? Donc, soit on a du BIOS, soit on a de l'UEFI. En, en BIOS, on lance le MBR et après, donc ça, c'est ce qu'il y a sur la carte mère, et on va faire ce qu'on appelle le post. Le post, en fait, c'est la vérification que tout fonctionne bien sur la carte matériellement. C'est ça, vous savez, il y a un bip au démarrage de votre ordinateur. Et bien, quand il fait le bip, en fait, c'est qu'il est là, c'est qu'il a fait cette vérification. Et après, on va lancer bootmanager.exe. Et Quand, si ça bip, c'est qu'il a eu un problème, non? alors, normalement, il y a toujours un bip de démarrage. Si c'est un bip simple et court, il n'y a pas de problème. Et après, vous pouvez avoir des bips d'explication d'erreur, mais ça va être pour chaque carte mère qui va avoir son. Enfin, c'est plutôt chaque fabricant en général qui a sa série de bips. Par exemple, nous au lycée, les ordinateurs, s'ils font des bips, donc bip, 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 comme ça en continu, c'est qu'il y a un problème de RAM. Et Ouais. après, il y a des codes. Mais normalement, il y a un bip de démarrage qui dit que bah, tout se passe bien. Alors, c'est vrai que maintenant, il y a beaucoup d'ordinateurs où le bip en fait est coupé par défaut, mais nous, par exemple, dans la salle, dans nos salles qu'on a au lycée, tous nos ordinateurs, ils font un bip au démarrage. Et c'est le bip qui confirme que tout se passe bien. Et après, ben, selon, donc il lance donc la partie BCD, selon que l'ordinateur a été mis en hibernation, donc en veille prolongée. Alors, s'il a été mis en veille prolongée, c'est plus court, puisqu'il fait win resume. Win resume, en fait, qu'est-ce qui se passe? La veille prolongée, c'est
l'ordinateur, avant de quitter Windows, il va copier toute la RAM dans un fichier. Et au lieu de partir avec la RAM vide, puisque la RAM, normalement, elle s'efface à chaque redémarrage, et ben là, il va récupérer ce fichier et le réinjecter dans la RAM et après lancer euh, iberfile.sys et comme ça, on va se retrouver à l'affichage du logon, donc du démarrage normal de l'ordinateur, mais en ayant dans la RAM tout ce qu'il y avait avant qu'on éteigne. Donc ça, c'est la mise en veille prolongée, c'est ce circuit-là. Sinon, il lance winload.exe donc pour charger Windows avec le chargement du noyau, la couche d'abstraction, tous les systèmes de management de Windows pour arriver jusqu'à la connexion normale, quoi. Un élément important de Windows, c'est la base de registre. Donc la base de registre, c'est la clé dans Windows parce que c'est ça qui va gérer. Et c'est aussi, à la fois, c'est l'élément clé de Windows et en même temps, c'est aussi l'élément qui perturbe le plus Windows parce que, elle n'est pas auto-nettoyante. Et ça fait que même sur un système sain, la base de registre, elle va enfler, elle va gonfler, prendre de plus en plus de place. Parce qu'il n'y a aucune obligation de nettoyer. Quand vous installez Linux, quand vous faites des mises à jour de Linux, il y a une obligation que les mises à jour que vous faites enlèvent tous les fichiers qui sont inutiles. Donc, je ne sais pas, moi, vous faites une mise à jour de Firefox sous Ubuntu, et le nouveau Firefox qui va s'installer, vous êtes sûr qu'il va avoir enlevé tous les fichiers qui servaient à rien. Et il va avoir ajouté les nouveaux fichiers. Sous Windows, il n'y a aucune obligation de faire le ménage avant d'installer quelque chose. Vous n'êtes pas obligé. C'est-à-dire que juste, vous renommez le fichier, vous le laissez. Windows, il ne va pas vous dire, il va rien dire. Et c'est ça qui fait que votre Windows, petit à petit, il va enfler, enfler, et il y a un moment où il sera plus gérable parce qu'il y aura trop de choses dans la base de registre. Donc, quand on regarde un peu ce qui se passe, donc ça, c'est le gestionnaire des tâches sous Windows, où on voit bien les applications qui sont en cours de lancement, en cours de fonctionnement, pardon. Et derrière, les process qui sont en cours de fonctionnement, mais que vous ne voyez pas forcément. Ça, c'est un petit utilitaire qui s'appelle RAMMap. RAMMap, il permet de voir comment est organisée la RAM, ce qu'il y a dedans. Donc, vous verrez, dans les petits tutos que je vais vous envoyer, il y a un lien pour télécharger c'est des logiciels Windows que vous pouvez installer qui vous permettent de voir un peu mieux le fonctionnement de Windows, en fait. Ça, c'est Ok. la fameuse base de registre où on voit donc les dossiers qui sont à la racine sont appelés des ruches. Ils ont appelé ça des ruches. Donc, il y a HK classes root, current user, local machine, users et current config. Et à chaque fois, vous allez retrouver des choses. Current user, c'est toutes les informations sur l'utilisateur actuellement connecté. Users, c'est toutes les infos sur les comptes d'utilisateurs. Classes root, c'est toutes les informations sur les liaisons d'objets et l'incorporation d'enregistrements. Ça permet aux utilisateurs d'incorporer des objets d'autres applications dans un seul document. Donc, c'est ça qui va faire la liaison. Par exemple, quand vous insérez une image dans un document Word, c'est grâce à cette ruche-là qu'il sait comment faire. Ok. Local machine, donc ça contient les infos relatives au système. Et current config, c'est le profil matériel de la machine. En gros, c'est la gestion des drivers. Voilà. Maintenant, si on regarde la partie configuration et surveillance, bon, il y a les applications, il y a lancer en tant qu'administrateur, donc ça peut vous permettre d'avoir des droits supplémentaires. Ça, c'est intéressant à savoir. Et notamment une application qui est très puissante maintenant, c'est le PowerShell. Donc vous voyez, vous avez entendu parler du shell dans Linux. Oui. Il y a un shell aussi dans Windows. Comme ils voulaient se démarquer, ils l'ont appelé le PowerShell, qui se différencie
Donc, soit vous lancez CMD, et là, vous avez un shell standard, soit vous lancez PowerShell, et là, en fait, vous avez un shell, on va dire, un peu boosté avec plus de choses. Une des commandes qui peut vraiment être très utile sous Windows, c'est la commande net. Donc net, il y a plein de choses. On peut voir les comptes, on peut configurer, on peut voir les réseaux. Il y a vraiment plein de choses qui sont intéressantes avec cette commande. Hop. Là, c'est l'endroit où on va gérer, c'est le centre de réseau et partage. En anglais, c'est Network and Sharing Center, où vous allez pouvoir gérer bah, vos connexions et vos cartes. Hop. Oula, je suis allé un peu trop vite. Au niveau sécurité, donc là, vous voyez, il y a un netstat, donc moins ABNO. Donc ça vous permet de voir quels sont les ports qui sont utilisés. Donc là, vous voyez, il est en Ok. écoute sur plusieurs ports. 4, 952, 1400, 14660, et ainsi de suite. Et vous voyez quelles sont les applications qui utilisent ça. SVC Host, donc lui, il écoute. Là, c'est le gestionnaire d'événements, donc qui permet de voir un peu tout ce qui se passe. C'est l'équivalent des logs et des journaux sous Linux. Et donc, bah, tout est classé. Vous avez les logs Windows avec les applications, logs de sécurité, système, et ainsi de suite. Oui, tout ce qui a été fait sur l'ordinateur. Donc ça, les settings, donc les réglages, c'est ce qui remplace le panneau de configuration. Mais ce qui est un peu bizarre, c'est que le panneau de configuration existe toujours parce il y a certains processus, certaines applications bah, qui sont toujours utilisées ben, via le panneau de configuration. Il y a même pire que ça, c'est que là maintenant, vous êtes sous Windows 11, mais si vous allez sous Windows 10, et ben, il y a certaines versions de Windows 10 où ce que vous faites dans les réglages ne marche pas. Il faut le faire via ben, l'ancien panneau de configuration. Sinon, par exemple, la configuration du proxy, nous, on a un proxy au lycée. Et ben, jusqu'à il y a deux versions de Windows 10. Quand vous configuriez le proxy dans la partie réglage, ben, dans cette nouvelle fenêtre, ça ne fonctionnait pas. Il fallait encore passer par la partie panneau de configuration. Et ça, c'est vrai que c'est la grosse problématique sous Windows. Et c'est pour ça que moi, je conseille vraiment aux étudiants quand ils font des TP sous Windows, de se faire leur propre tuto. C'est-à-dire de prendre eux des captures d'écran de par où ils sont passés pour être bien sûr ben, de retrouver plus tard. Parce que quand vous allez vous retrouver à l'épreuve pratique à la fin, ou même quand vous allez travailler, si vous ne vous souvenez pas du chemin exact que vous avez parcouru, des fois, pour retrouver des choses sous Windows, c'est vraiment très complexe. Donc ça, c'est la gestion de la politique de sécurité locale qui permet de faire des modifications. C'est là-dedans que vous allez pouvoir dire, par exemple, bah, j'impose que le mot de passe que les gens ils fassent plus de temps de caractère, qu'il soit comme ceci, comme cela, et ainsi de suite. Vous pouvoir faire plein de choses avec ça. Maintenant, ça se transforme. Alors, ça, c'est l'ancienne version, on va dire. Vous avez toute la partie sécurité maintenant dans la partie réglage et c'est géré par ce qu'on appelle Windows Defender. Windows Defender qui va vous faire à la fois la protection antivirus, mais qui va vous faire aussi le firewall, la gestion des utilisateurs et ainsi de suite. Alors auparavant, l'antivirus Windows, il n'était pas fameux. C'est pour ça que souvent on conseillait aux gens d'avoir un antivirus en plus. Ah ouais. Maintenant, il faut savoir que l'antivirus Windows, il est plutôt performant. Il est mis à jour régulièrement. Et dans 90% des cas, voire même 95% des cas, il sera largement suffisant. Ouais, le prof, il nous l'avait dit ça. Ouais, le problème en fait de l'antivirus d'avant, c'est qu'il il prenait beaucoup de place en mémoire.
il n'était pas mis à jour souvent, les mises à jour n'étaient pas de bonne qualité et c'était pas terrible. Maintenant, franchement, c'est vraiment de bonne qualité, ça marche bien, il y a des mises à jour très régulières et il n'y a plus de soucis, quoi. Mais à l'école, ils nous ont dit le problème, du coup, c'est que il y a des personnes, ils mettent deux antivirus, ils rajoutent un antivirus en plus de celui de Windows, mais Mm. ça arrive que des fois, ils se contredisent. Du coup, bah, C'est la ça, sécurité, tout à fait. Par exemple, un des plus connus et que les gens installaient beaucoup, c'était Avast. ouais. Avast, très souvent, il peut rentrer en conflit avec Windows. Et ça, c'est clair que c'est pour ça que, vous voyez, un des rôles, par exemple, de l'administrateur réseau, ça va être d'identifier ce genre de choses et de dire, soit je désactive la protection antivirus de Windows, soit si on avait un antivirus payant avant, soit on a des activités vraiment spécifiques et on a besoin d'un antivirus qui soit vraiment au top parce qu'il nous faut vraiment les toutes dernières failles de sécurité. Et du coup, par exemple, je sais pas moi, où on prend un abonnement chez Trend Microsystem. Trend, eux, ils fournissent des antivirus, on va dire, de très haute qualité. Mais auquel cas, ça va demander de la configuration sur les postes. Parce que si vous avez un conflit, vous pouvez très bien avoir des problèmes, effectivement, de conflit entre antivirus. Alors ça, c'est la galère, hein. Ça, c'est des fois, c'est des choses qui peuvent poser problème sans même que ça apparaisse directement. C'est-à-dire que votre ordinateur, d'un seul coup, il a des ralentissements. Pour lui, tout va bien, mais c'est juste que derrière, il y a les deux antivirus qui sont en train de se chamailler et qui sont en train de faire tous les deux une analyse ou un truc. Et c'est vrai que ça peut être c'est un des premiers trucs qu'on regarde quand on a des lenteurs, c'est est-ce qu'il n'y a pas un conflit entre deux antivirus? Et ça, vous le voyez vite avec le moniteur. Vous voyez, d'un seul coup, vous avez les deux processus qui sont lancés et les deux, ils consomment énormément. Mais c'est vrai que c'est effectivement, vos profs ont raison, hein, ça c'est un point de vigilance qu'il faut avoir quand on est en entreprise. En général, les ralentissements, hein, c'est soit des mises à jour qui sont mal passées ou des antivirus qui bataillent derrière. Ouais, parce que ça Euh, ralentit quand même beaucoup quand on fait une analyse d'antivirus. Carrément, carrément. C'est pour ça que souvent les antivirus, ce qu'on fait, c'est que on met en place des systèmes automatiques via des GPO ou ce genre de choses pour que les analyses, elles se fassent en dehors des heures de bureau. Ouais. C'est aussi pour ça que dans la partie ici, là, dans la partie sécurité, vous avez un endroit, alors je ne sais plus où c'est Notification Setting ou truc comme ça, ou Security and Maintenance, où là, vous pouvez dire quelles sont les heures de travail de l'entreprise. Vous laissez l'ordinateur allumé et comme ça, lui, il va faire ses analyses et tous ces trucs-là et les mises à jour en dehors des heures de travail. Et ça, c'est intéressant. Je sais que moi, au lycée, toute la partie mise à jour, elle se fait après 17 heures. Je crois que les premières mises à jour, j'attends 17h15. Et comme ça, 17h15, il vérifie s'il y a des mises à jour à faire et il les fait à ce moment-là. Pour pas justement que les gens, Ok. quand ils travaillent, ça leur fasse des ralentissements causés par ce genre de choses. Et du coup, comment vous faites, si vous avez dit, vous avez Windows et Linux en même temps. Oui, tout à fait. Comment vous faites pour les mises à jour? Les mises à jour, euh, bah, les, Parce que du coup, il y a en fait, Windows et Linux sur le même poste. non, 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 en fait, Ah, nous, on fonctionne pas comme ça. Nous, les ordinateurs sont sous Windows et quand ils ont des machines Linux à faire, les étudiants, ils font des VM. Soit ils ont, donc nous, on utilise soit VMware, Workstation, soit VirtualBox. donc il Euh, reste sur Windows. on a les deux, voilà. On les fait tourner sous Windows et ils font des machines virtuelles Linux ou Windows. Ah, ok. Et après, nous, nos serveurs qu'on a, les mises à jour, on les fait au fil de l'eau, que ce soit sous Linux ou sous Windows. Là, par exemple, un des prochains boulots que j'ai à faire au lycée, c'est notre serveur proxy. Il est très vieux, il n'a jamais été mis à jour, donc c'est une vieille Debian 8 qui tourne dessus. Mhm. Et là, on commence à avoir quelques soucis. Donc, il va falloir que je fasse la migration de Debian 8 jusque vers Debian 12. Donc, comme ça va être un peu complexe de faire ça, on pense là avec mon collègue, justement, il faut qu'on se voit pour savoir exactement comment on va faire. Mais on pense qu'on va plutôt refaire une nouvelle machine sous Debian 12 et refaire un nouveau proxy complet
pour être plus tranquille, parce qu'en plus, si on utilisait PFSense ou Artica, ce genre de choses, on pourra avoir en plus une interface graphique et une liaison directe avec notre AD pour que les étudiants, ce soit plus simple pour eux de se connecter et que ce soit plus pratique pour nous de gérer les sites autorisés, les sites interdits, et ainsi de suite. D'accord. Voilà. Et donc, si on résume un peu Windows, donc les premiers ordinateurs nécessitaient un système d'exploitation de disque, DOS, pour créer et gérer des fichiers. Microsoft a développé MS-DOS comme interface en ligne de commande au début pour accéder au lecteur de disque et charger les fichiers du système. Les premières versions de Windows se composaient d'une interface utilisateur exécutée sur MS-DOS. Windows comporte une couche d'abstraction matérielle et un code qui gère l'ensemble des communications entre le matériel et le noyau. Il fonctionne en deux modes différents, soit le mode utilisateur ou le mode noyau. La plupart des programmes dans Windows s'exécutent en mode utilisateur. Le mode noyau permet au code du système d'exploitation d'accéder directement au matériel informatique. Ça, c'est intéressant quand vous développez, en fait. Quand vous développez, vous ne parlez pas directement au matériel, vous êtes obligé de passer par ce qui se passe dans le système d'exploitation. Vous n'avez pas le droit d'accéder directement. Pour fonctionner, l'ordinateur stocke des instructions dans la RAM en vue de leur traitement par le proc. Chaque processus d'un ordinateur Windows 32 bits prend en charge un espace d'adressage virtuel jusqu'à 4 gigas. Par contre, un processus d'ordinateur en 64 bits, là, c'est capable de prendre un espace d'adressage virtuel jusqu'à 8 téraoctets. Donc maintenant, le 32 bits, c'est quasiment abandonné, hein. Il n'y a plus que quelques machines qui tournent là-dessus. Windows stocke toutes les infos relatives aux paramètres du matériel, des applications, des utilisateurs, du système dans une grande base de données appelée le registre. Le registre, c'est une base de données qui fonctionne, donc c'est une base de données hiérarchique avec des ruches. Il y a 5 ruches. Pour des raisons de sécurité, il est déconseillé de se connecter à Windows avec le compte d'admin. Ça, c'est la même chose hein, que sous Linux. Pour faciliter l'administration des utilisateurs, Windows utilise des groupes. Donc ça, en fait, la notion de groupe, elle est déjà existante dans Windows de base, mais quand vous allez utiliser Windows Server, et ben là, par-dessus, ils vont rajouter un annuaire LDAP qui va vous faire un AD, en fait, un Active Directory. On peut utiliser l'interface en ligne de commande ou le PowerShell pour exécuter des commandes. L'avantage de PowerShell, c'est qu'on peut faire des scripts, et ça, c'est la même chose que sous Linux. Et on a Windows Management Instrumentation, WMI, qui est utilisé pour gérer les ordinateurs distants. Et une commande qui est très importante sous Windows, c'est net, la commande net, qui prend en charge plein d'autres commandes qui suivent pour être combinées pour obtenir plein de résultats spécifiques. Voilà. Après, dans les trucs importants, c'est le protocole SMB qui est utilisé pour partager toutes les ressources. Netstat, ça aussi, effectivement, c'est un truc qui est important. L'observateur d'événements qui permet de voir tout ce qui se passe, c'est l'équivalent des journaux. Et ça aussi, effectivement, hein, garder Windows à jour, c'est très important parce que il y a beaucoup de failles, vu que c'est un très gros système d'exploitation, il y a vraiment beaucoup de failles. Donc, faut vraiment sans cesse mettre à jour pour être tranquille. Voilà, voilà. Donc ça, c'était la présentation pour Windows. Euh, Ce que je vais faire, c'est que je vais vous envoyer celle aussi sur Linux avec les TP parce que c'est vrai que c'est intéressant. Vous faites les cours Cisco ou pas du tout, vous? Non, je n'ai pas encore fait les cours Cisco. Ok. Et vous allez passer les certifications Cisco ou pas dans votre lycée? C'est quoi Cisco déjà? Cisco, c'est ceux qui vendent du matériel réseau. Et donc, il y a la NetAcad, la Network Academy, qui permet d'avoir des certifications. Par exemple, il y a CyberOps, donc ça, c'est une certification cybersécurité. Et après, il y a les CCNA. CCNA 1, c'est les bases du réseau, et CCNA 2, c'est les réseaux avancés. Bon, après, il y a CCNA 3 qui est encore plus avancé, mais c'est déjà, nous, dans mon lycée, on fait passer ces 3 certifications-là. Alors, la CyberOps, c'est pour tout le monde, SLAM ou SISR. Et par contre, CCNA 1 et CCNA 2, c'est les SISR qui la passent. Parce que ça, c'est des certifications qui sont recherchées dans le monde du travail. Et ça permet, en gros, ça veut dire que vous êtes certifié sur le matériel Cisco.
Mais je vais vous envoyer les trucs là sur les OS, comme ça vous pourrez faire. Il y a des exercices assez simples, hein, mais ça permet de mettre un peu les mains dans le cambouis et de voir un peu Windows, le fonctionnement. Et c'est plutôt bien fait. Donc comme ça. Et ça, en plus, vous pouvez le faire sur votre ordi, sur une VM, ce sera assez simple. Ok, d'accord. C'est bon pour vous? C'est tout bon. C'est parfait. Bah écoutez, je vous dis à la semaine prochaine, et là, comptez sur moi pour le compte rendu. Je vous envoie ça aujourd'hui. Je vous remercie. Allez, un bon week-end, Yanis. Au revoir. Bon week-end, au revoir.